Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la Team Entrepôt avec Arnaud et Axel qui revient pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il n'était pas là quand on a parlé de la balise premium, mais l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter une introduction en fait au premium en partant d'un deck V, c'est ça? C'est ça, donc le but aujourd'hui ça va être de prendre l'exemple d'un deck V, donc on va prendre Claret, c'est un deck que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément en V, même si il a du mal. Et justement, l'avantage que j'ai c'est que Claret est une carte qui en V est peut-être un peu compliquée à jouer, mais par contre qui a du potentiel en premium. On verra un petit peu après pourquoi et quels sont les avantages de Claret en premium par rapport à d'autres cartes qu'on connaît comme les Luard par exemple, ou n'importe quel autre boss Shadow Paladin finalement. Donc aujourd'hui le but c'est très simple, on va vous montrer un petit peu comment, si vous êtes un joueur de V, on peut changer son deck et essayer de chercher un petit peu des options pour passer d'un deck V à un deck premium, tout en vous expliquant un petit peu ce qu'est le premium et quels sont les changements qu'on va vraiment chercher à apporter, très basiques, vraiment c'est construction d'un deck étape par étape. Les fondations d'un deck premium pour que vous commenciez tranquillement à essayer de changer vos decks, peut-être de V à premium, puisque l'avantage de jouer en plusieurs formats, c'est que notre deck, du coup, on peut jouer dans les deux formats, et du coup, avec le même deck. Donc je trouve ça assez sympa, personnellement, pour un deck qui des fois est moins bon dans un format, peut être meilleur dans l'autre, et surtout un deck qui peut être très linéaire dans un des formats, surtout en V du coup, puisque bon, les decks n'ont pas les options de G-Zone, peuvent du coup avoir beaucoup plus de possibilités, grâce justement à la G-Zone de 16 cartes que compose un deck premium. Alors voilà, on commence tout simplement avec le deck Claret Sword Dragon V de base, avec Axel qui a 4 VSR DSR DSR Non, VSR. Je sais plus. Non, SSR. Ah ouais. Mais voilà, en gros, la première étape, quand vous avez votre deck V de base, c'est tout simplement d'introduire ces cartes-là en fait, qui sont décrites à effet de la Premium Collection 2020, qui sont des crits qui vous permettent de strider en fait. On verra ce que c'est juste après le stride, mais ne réfléchissez pas, prenez juste votre deck V et ensuite remplacez 4 crits Vanilla, comme ceci, par ces crits à effet de la Premium Commun. Vous remplacez juste ça, et vous avez déjà un deck Premium qui est un main deck Premium qui est à peu près jouable. Voilà, maintenant qu'on a vu cette étape très simple du deck building de V à Premium, on va passer sur l'extra deck, la G-Zone. Et avant de vous indiquer, enfin vous montrer ce qu'on met dans cette G-Zone, il faut d'abord parler de cette mécanique qui est une mécanique, pour moi la meilleure mécanique de Vanguard, introduite avec Vanguard G. Donc tout simplement la G-Zone et ce qui va avec le Generation Break. Donc Axel, tu vas peut-être nous parler de comment on utilise une G-Zone en fait. Exactement, donc la G-Zone c'est un deck supplémentaire en plus de notre main deck qui contient 16 cartes dans lesquelles on va retrouver deux types de cartes différentes qui sont les Strides et les Gel Guardians. Donc pour résumer très rapidement, les Strides sont des cartes qu'on utilise de façon offensive pendant notre tour qui vont du coup permettre de monter notre puissance et de développer de nouvelles options, parce que chaque Stride aura un effet bien... Chaque Stride sera différent en fait des autres de la G-Zone, et le but c'est que la G-Zone couvre plusieurs scénarios possibles, et du coup à chaque tour de pouvoir changer notre stratégie en fonction de où on en est dans la partie. Vas-y. Concrètement en fait, ce qu'on va faire c'est que quand on va arriver G3 et que en général on sera resté un tour G3, donc l'adversaire pourra être G2 s'il est resté un tour G2, ou nous, là, on est G3, l'adversaire est G3, et après c'est notre second tour G3, on va stride. Donc comment ça va se passer? On va simplement rider, ou pas, c'est comme vous voulez. Après on a la stride step, donc c'est-à-dire qu'on prend une carte de notre main qui a un total de grade de 3 ou plus. Une ou plus. Autant de cartes de Oui, autant de cartes qu'on veut ou plus, qui ont un total de grade de 3 ou plus, donc on va défausser un grade 3 ou une carte strider, donc les crits qu'on vient de mettre dans notre main deck, qui sont considérés quand on stride comme ayant un grade de 3. On le défausse, et là on ouvre notre G-Zone, on regarde dans cet extra deck toutes les cartes qui sont face cachées, on en choisit une, qu'on pose sur le cercle de Vanguard, et là ça devient du coup notre nouveau Vanguard, avec l'effet qui va avec. Et là comment ça se passe? On considère qu'on a stridé, que le G3 qu'on avait avant est devenu un Hurt, et on va additionner la puissance cumulée des deux, du stride et du Heart. Donc en moyenne, les cartes ont 12 ou 13 000 maintenant si on prend une base de V. Et un stride, ça a quasiment tout le temps 15 000 de base. Donc ça va se en faire aux alentours de 27 ou 28 000 de base sans effet supplémentaire. C'est ça. Le stride a également en général le triple drive. Exactement. Donc on passe d'un Vanguard à 2 drives à un Vanguard à 3 drives, ce qui est extrêmement puissant. Et comme Axel l'a dit, en fait, les strides ont différents effets supplémentaires. Donc
chaque tour, en fait, on va pouvoir stride une carte qui va avoir un effet différent en fonction de ce qu'on veut faire dans la partie. Mais attention, à la fin du tour, l'unité qu'on a utilisée retourne dans la G-Zone. Mais face recto cette fois-ci, et toutes les cartes face recto ne peuvent plus servir du coup à être stridées. Par contre, elles débloquent ce qu'on appelle un Generation Break. Donc un Generation Break, c'est pour chaque carte face recto dans la G-Zone, plus le Vanguard face recto, enfin le stride sur le terrain, ça va se cumuler pour activer un Generation Break. Et ce Generation Break va être égal du coup au nombre de cartes face recto plus le stride si c'est notre tour. Voilà. Donc si on a 2 cartes dans G-Zone face recto plus qu'on est en train de strider, on est en Generation Break 3. Voilà. Si on a stridé juste une fois et qu'on n'a rien face-up dans la G-Zone, on est en Generation Break 1. Et pourquoi c'est important? Parce que certains effets demandent comme condition en fait le Generation Break. Exactement. Une des épices du Premium, ça va être de trouver ces petites cartes de G qui ont du coup souvent des Generation Break, mais en contrepartie des effets puissants qui peuvent vraiment se combiner très bien avec les strides. Et donc là, ça va être du coup la recherche, le deck build qu'on va rechercher en Premium, ça va être trouver les petites cartes de G qui peuvent très bien se complémenter avec ces cartes de V qui font des fois un très bon early, et du coup essayer d'avoir un plan de jeu qui marche aussi bien sur l'early grâce à V que sur le late grâce à G. Voilà, donc en fait la G-Zone c'est une mécanique super sympa parce qu'elle introduit des gameplays différents au sein d'un deck extérieur au main deck, donc votre deck build sera beaucoup moins linéaire et du coup essayez de trouver une compatibilité entre votre Vanguard qui est dans le main deck, ici dans notre exemple Claret, et les éventuels strides qu'on pourra utiliser pour se débloquer en fonction des situations ou en fonction du plan de jeu que voudra nous imposer l'adversaire. C'est ça. Mais ce n'est pas tout, puisque là on a parlé des strides. Mais on a également le deuxième type de cartes de la G-Zone qui sont les G-Gardiens. Les Gardiens, c'est une mécanique qui est apparue au milieu de G, donc pas en même temps que les strides. Et c'est une mécanique défensive, puisqu'on va pouvoir l'utiliser pendant le tour adverse. Quand on se fait attaquer, on défausse un heal de la main, très spécifiquement un heal. Et on peut placer un G-Gardien depuis la G-Zone face verso sur la zone de garde. Et les gardiens ont également des effets défensifs. Au-delà de monter la puissance du shield, on peut également débloquer quelques interactions. C'est ça. Ça dépend des decks bien entendu, mais on a beaucoup de petites interactions qui sont cachées comme ça, qu'on peut débloquer grâce à des G-Gardiens. Mais là où c'est vraiment cool, c'est que surtout on a des shields plus élevés en général sur les G-Guard. Et comme c'est quelque chose qui vient de la Generation Zone, donc de la G-Zone, ça passe un peu tout ce qui nous empêche de coller la main pour se défendre. Ou voilà, donc en fait, on a un plan de jeu défensif différent également avec la G-Zone. Ça passe ses gardes restricts et ça aide à augmenter son Generation Break, ce qui peut servir pour certains decks. C'est ça. Par contre, attention, vous ne pouvez pas les faire à l'infini, vous pouvez pas avoir de G-Guard à l'infini. Il faut en avoir moins de 4 face recto dans la G-Zone. Donc en général, on va en jouer entre 5, 6, 7 maximum. Ça dépend, oui, on va dire entre 5 et 6 en moyenne, un peu plus selon les decks, si des fois on n'a pas besoin de stride ou des strides un peu particuliers, ou des stratégies assez particulières. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que surtout, quand votre adversaire va strider et que vous serez encore au G3, vous pourrez utiliser un G-Guard pour augmenter votre Generation Break et après débloquer des effets plus puissants. Parce que certains strides demandent ou ont des effets supplémentaires, plus votre Generation Break avance. C'est ce qu'on va voir du coup avec Claret. Exactement. Je propose de passer peut-être du coup à la suite du deck build. Ouais. Pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer pour ce deck V Claret. Ça marche. Donc voilà une G-Zone Shadow Paladin. On va voir un petit peu ensemble quelles sont les cartes principales, les cartes complémentaires qui vont du coup venir ajouter un petit peu de spice à ce deck Claret qui est un deck très aggro en early mais qui du coup en V n'a pas grand chose pour le late game. Donc l'idée c'est de dire j'ai un deck V qui du coup peut envoyer de la patate sur les premiers tours et de complémenter avec une G-Zone. Donc les cartes principales de Shadow Paladin, pour moi on a Morphessa. Donc Morphessa qui est un des meilleurs strides de Shadow puisque depuis qu'elle est sortie en 2020, donc c'est une carte qui a deux effets. Le premier, rituel 10, la front row gagne 15 000 et un critical, et l'effet bonus que quand l'adversaire doit coller des cartes de sa main en garde, il doit placer 2 cartes ou plus en même temps. C'est un effet très puissant. Mais Axel, qu'est-ce que le rituel? Le rituel, ça correspond au nombre de grade 1 qu'on a dans la drop zone tout simplement. Donc Claret c'est un deck qui en plus va meuler, qui joue pas mal de grade 1 et qui va les envoyer au cimetière. Claret va aider à atteindre ce rituel et Morphessa du coup va se servir de ces cartes en drop zone pour activer un effet très puissant. Parce que 15 000 un critical sur toute la fronte, c'est vraiment pas mauvais. Et on va voir un petit peu après comment on peut build un deck autour de ces effets, parce que ça c'est clairement, je pense, vraiment le stride principal du deck. Souvent on va open avec ça, on peut peut-être même tuer avec ça. Mais on a d'autres options. Mais avant ça, l'autre effet de Morphessa qui est Counter Blast 1, on retourne une carte de la G-Zone face recto et on retire 2 rearguard pour piocher 2. Et jusqu'à la fin du tour, tous les triggers de notre drop zone comptent comme étant dégradants. Donc ça rend le rituel 10 beaucoup plus simple. Ça peut sacrifier 2 cartes un peu faiblardes qui ont déjà activé leurs effets pour piocher de nouvelles cartes.
Et honnêtement, c'est un effet qui est pas mal, qui nous place en plus en GB2. Et on va voir après que ça peut nous servir d'être en GB2. Ensuite, une autre option qui fonctionne très très bien avec Claret, qui est Dark Dragon Chain Rancor Dragon. Donc il a également deux effets. Le premier qui marche extrêmement bien avec Claret, qui est que on va pouvoir retourner une carte de notre G-Zone face recto, donc une fois de plus le même coup que pour Morpher. Et grâce à ça, jusqu'à la fin de ce tour, il gagne les habilités originales de son art. Et son art, ça sera Claret. Donc on se souvient, Claret a pour effet de restand à la fin de sa battle pour un coup de 7 bind de la drop zone grade 1. Et il a juste drive -1. Donc grâce à ça, on a un Chain Rancor qui va attaquer pour 3 drives, restand et taper pour 2 drives. Donc techniquement, on check 5, ce qui est vraiment pas mal. Mais on va pouvoir ajouter à ça un effet complémentaire assez dévastateur, parce qu'il va avoir un effet en Generation Break 3 justement. Donc il ne pourra pas s'activer, sûrement pas sur le premier stride, sauf si on a G-Guard. Donc son effet supplémentaire, c'est que si on a 3 cartes de grade 1 ou moins sur le terrain, on va gagner un garde restrict, tout comme Morpher qui demandait 2 cartes ou plus de la main en même temps pour chaque garde. Et bien lui, ça sera 3 cartes ou plus en même temps pour chaque attaque. Donc là, on a un garde qui va attaquer 2 fois, potentiellement 2 colonnes rear-garde. Donc là, on est déjà sur 12 cartes de la main pour le défendre. Sauf qu'il existe les J-Guardians. Exactement. Qui permettent d'outrepasser ce garde restrict. Exactement. Peut-être ça, on a d'autres options. Et dans ces options, je compte Claret Sword, Elheim. Alors Elheim a un effet beaucoup plus simple. Donc quand l'adversaire va J-Guard, colle un sentinelle ou que son attaque va toucher, donc il y a 3 conditions différentes pour activer cet effet, on va pouvoir choisir une autre copie de lui-même d'G-Zone et le retourner face recto. Et pour chaque carte face recto en G-Zone, on peut choisir un grade 1 ou moins de notre deck et le placer sur le terrain. Donc l'idée c'est juste de dire que si on n'a pas de Counter Blast, on a quand même un stride qui peut faire quelque chose. L'adversaire va devoir jouer autour de Elheim, puisque s'il défend avec des sentinelles ou des gardiens, il va activer son effet. Si l'attaque touche, il va activer son effet. Donc s'il veut ne pas se prendre l'effet d'Elheim, il doit garder avec des cartes qui ne sont pas des cartes faites pour défendre. Des shields normaux. C'est ça, et ça peut du coup être compliqué à garder, parce qu'on peut faire des attaques assez puissantes avec certains boosts du deck qui sont des boosts à 13 voire à 18. Donc on peut avoir une attaque qui met, avant-garde pardon, qui met une bonne patate. Qui du coup est plutôt sympa avec Elheim. Après c'est juste une option supplémentaire. C'est pas le but du deck, mais ça reste une carte qui je pense est plutôt sympathique. On a toujours 2 PBD, donc PBD il est très simple, il a un garde restrict. Donc pour faire simple, quand PBD va attaquer, donc il a un coup Counter Blaster, on choisit une carte qui a le même nom que lui en G-Zone qu'on va retourner. Donc il gagne 10 000 et un critical si on a 2 cartes ou plus en G-Zone. Et l'effet suivant, qui va être de retirer 3 de nos rear-garde. Et si l'adversaire ne peut pas retirer 2 de ses rear-garde, il ne pourra tout simplement pas garder cette attaque avec des cartes de sa main. Mais c'est une carte qui peut des fois prendre des games, c'est plus une option qui traîne qu'autre chose. Ça punit les decks qui vident leur terrain, quoi. C'est ça. La prochaine carte, c'est une carte très puissante, puisqu'il s'agit de Ultima. Ultima en commune, mais Ultima qui fait plaisir, parce qu'avant je ne l'avais pas. Donc Ultima, c'est un Ultimate Stride. Donc oui, c'est une condition particulière, il y a quelques cartes comme ça, très peu. Il y en a 2 par nation du coup, qui sont des Ultimate Stride. Donc pour le Stride, il faut défausser une carte du même nom que le Vanguard forcément. Donc je devrais défausser un Claret Sword Dragon, si j'ai Claret en Vanguard, pour pouvoir Ultimate Stride. Au-delà de ça, il faut déjà avoir 3 cartes face recto en G-Zone pour pouvoir l'utiliser. Et lui, son effet, c'est Counter Blast 2. On choisit 4 cartes de notre deck, on en colle 2 sur le terrain, on mélange le deck et on place les 2 autres au-dessus du deck. Donc on va, entre guillemets, stacker notre deck avec des triggers. Et tous les triggers que Ultima va gagner vont également venir s'ajouter sur les rear-guard. Autrement dit, c'est critical, tout sur tout le monde. Exactement. Mais en contrepartie, je fais donc le choix dans mon main deck, puisqu'on a eu une banlist en début de semaine dernière, de ne pas jouer à Martinois. Donc je préfère me passer de l'Overtrigger. Donc personnellement je préférais, alors si je pouvais jouer les deux, je le jouerais, mais entre les deux je préfère faire le choix de Ultima, qui est un finisher que je peux choisir quand j'en ai besoin. Et c'est tout pour mes strides. Donc on a actuellement 4, 7, on a 10 strides. Donc voilà, on va donc se retrouver avec 6 G-Gardiens. Donc c'est un nom plutôt classique je pense. Bref, passons donc au G-Gardien. Alors, on va voir le simple, le fantastique Plotmaker Dragon. Donc, lui, il est très facile. Si on est en Ritual 3, donc si on a 3 grades 1 ou plus en Drop Zone, il gagne 10 000 de shield, donc c'est un shield à 25 000. Ensuite, on a une autre carte qui est Dark Veil Dragon. Donc, Dark Veil Dragon, lui, il va avoir un effet à peu près similaire à Plotmaker, parce que plus on va avoir de Drop Zone, plus il va être puissant. Donc, on sous-blast un, quand il blast en cercle de garde. Et pour chaque 2 grade 1 qu'on a en drop, il va gagner 5000 de shield.
Donc pour faire simple, si on en a 10 en drop, il va gagner 25 000, ça devient un shield à 40 000. Claret à 13 000, ça fait 53 000 de défense. C'est pas mal. Pour un simple coup de Soul Blast, c'est vraiment une carte qui je trouve est plutôt honnête. Ensuite, le prochain stride qui est Gelido. Gelido, c'est un heal un peu différent parce que pour l'activer, il faut déjà être en Generation Break 1. Donc on ne peut pas l'activer si on n'a aucune carte face recto en G-Zone. Donc il faut déjà soit avoir stridé avant, soit avoir déjà placé un G-Gardien avant. Et quand on garde actuellement un G-Gardien, on ne l'a pas dit, mais tant que le gardien n'est pas face recto dans la G-Zone, on n'est pas encore en Generation Break 1. Donc Gelido, son effet va s'activer en tournant un autre G-Gardien depuis la G-Zone pour pouvoir du coup choisir jusqu'à 2 de nos grades 1 ou moins sur le terrain et les placer en cercle de garde. Si on en place 2, on pioche 1. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, depuis V, les grades 1 ont en moyenne 10 000 de shield. Donc on a potentiellement 15 000 grâce à elle, 20 000 grâce à 2 grades 1, ça fait 35 000. Et on va pouvoir piocher une carte en bonus. Donc on peut se débarrasser des cartes un peu inutiles qui n'ont plus vraiment d'intérêt. Les mains, c'est bien en early, des fois c'est moins bien en late, on n'a pas forcément des cibles qui vont encore être présentes. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. Et quand on peut mettre des grades 1 ou moins, on peut même imaginer placer des crits sur le terrain et peut-être du coup garder avec pour avoir des gros shields si on sait qu'on va se prendre un garde crit depuis la main par exemple. La prochaine carte qui est Bronak. Alors Bronak, c'est une carte que j'utilise pas souvent, mais c'est une carte qui peut aider un peu à débloquer des fois, parce que quand elle est placée en cercle de garde, on révèle 5 depuis notre deck. Tous les grades 1 vont se placer en cercle de garde, et le reste va se placer au fond du deck, dans l'ordre que l'on souhaite. Donc ça va épurer un peu le deck, ça va virer les grades 1, aider à atteindre un rituel plus rapidement, et comme les grades 1, j'ai dit avant, ont souvent 10 000 de shield désormais, bah on peut placer très facilement 25, 35, peut-être 45 000 de shield avec une seule carte. Et les deux options qui restent, c'est simple, c'est Dismel qui est un cré élémental qu'on peut donc jouer dans tous les clans. Donc Dismel est lui aussi très simple. Quand il est placé, on va choisir un de nos rearguards et il ne pourra pas être choisi par des effets ou être touché jusqu'à la fin du tour. Donc on va permettre à une de nos cartes de survivre aux attaques ou aux effets dès qu'il est placé. Il a également lui-même le résiste, donc il ne peut pas se faire retirer par des effets adverses en cercle de garde, même si ça arrive assez rarement, il me semble. Mais voilà, c'est une carte assez générique, assez classique, et vu que j'ai la place, pourquoi pas. Ça peut protéger des cartes clés qu'on verra un petit peu après dans le main deck du coup. Et pour finir, on a Agdim qui est très simple. On le place en cercle de garde, on défausse un et on pioche un. Voilà, donc ce sont des cartes assez génériques. Et il y a vraiment plein d'options différentes, parce que là actuellement dans ma G-Zone, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes différentes. Sur 16 cartes, donc finalement il y a beaucoup de choix possibles tout au long de la game, et c'est ça qui est assez sympa. C'est ce qu'on aime dans le premium. Voilà, et maintenant on va passer du coup au main deck. On a localisé on a repéré quelques cartes de J qu'on va pouvoir intégrer dans le main deck et on va builder tout simplement ton main deck premium. Voilà, du coup maintenant, déjà rien qu'avec votre J-Zone et avec votre main deck, vous pouvez déjà jouer au premium tout simplement. Vous avez déjà un deck, même un très bon deck premium, un deck très honnête, mais on peut encore aller plus loin et c'est ça la beauté du premium, c'est de regarder dans tout ce qu'on avait avant les cartes qui peuvent aider notre stratégie. Et là Axel va vous présenter les petites cartes spicy qu'il a trouvées pour aider Claret Sword du coup à tirer son épingle du jeu en premium. C'est ça, parce qu'en fait on va voir que mon deck finalement il n'y a pas tant de cartes G que ça, mais il y a quelques petits trucs qui peuvent aider la stratégie. Pour commencer, on a une carte très générique et très simple, qui va juste être un autre type de crit, parce que j'ai beaucoup de criticals dans mon deck. Des criticals en GB1 qui ont comme effet que quand le Vanguard attaque, on l'envoie en soul, on pioche un, et notre Vanguard gagne 10 000 jusqu'à la fin de la battle. Donc pour une carte comme Claret qui va en plus vouloir mettre de la pression sur le Vanguard, c'est plutôt efficace. Ça remplit la soul, ça fait piocher, donc ça aide à filter un peu le deck, enfin à accélérer un petit peu le deck. Donc honnêtement c'est une carte plutôt cool. Et surtout, une des cartes qui est très intéressante, je trouve, de G, qui va fonctionner avec Claret. Donc, on a Matcha. Et Matcha, ce qui est très intéressant avec cette carte, du coup, c'est que vu comme ça, elle fait pas grand chose. Donc, quand elle attaque un Vanguard et qu'elle est boostée, Counter Blast 1, on va choisir jusqu'à un grade 1 du deck qu'on colle en rearguard. Bon, l'avantage, c'est que du coup, on peut écraser en fait avec, donc on peut faire de la multi-attaque. Et l'intérêt de cette carte, du coup, c'est de se combiner avec un de nos strikes principaux, qui est Morphessa, parce que Morphessa, le but, c'est de du coup donner 15 000 et un critical sur toute la front row, et du coup d'avoir ce garde restrict. Donc on peut se dire qu'un tour normal de Morphessa, l'adversaire va devoir garder 3 attaques, donc ça coûte, si chaque attaque coûte 2 cartes de la main, on mange entre guillemets 6 cartes de la main adverse. Mais avec une carte comme Matcha, on va gagner une attaque supplémentaire, et donc on passe de 6 à 8 cartes de la main adverse, et surtout comme les cartes, enfin n'importe quelle carte qu'on va call va gagner 15 000 un critical, n'importe quel grade 1 à 8 000 sans effet supplémentaire peut taper à 23 000 crit 2 et donc forcer la garde chez l'adversaire. Et pour complémenter cette stratégie, on a Cursed Eye Raven qui est sorti justement en réédition triple rare qui fait plaisir dans la Revival Selection. Et donc l'intérêt, donc déjà c'est un stand qui peut du coup stand une carte qui va du coup avoir le même effet que Matcha, donc l'idée ça va être de dire faire plus d'attaques sous Morphessa. Et ce qui peut être très sympa du coup c'est que si on combine Morphessa et un stand,
qu'on est un petit peu chanceux, on peut faire jusqu'à 5 attaques sous le tour de Morfessa, toujours avec plus 15 000, un critical, 2 cartes de la main par attaque, donc peut-être manger 10 cartes de la main adverse juste sur nos attaques. Et pourquoi Cursed Raven particulièrement et pas un autre stand trigger? Alors ce qui est intéressant avec Cursed Raven, c'est que déjà son effet est vraiment très bon, donc en GB1, on peut le reste, on le met au-dessus du deck, on mélange, on check le top 2 et on peut call les 2 cartes en open, donc ça peut faire des cartes à manger pour Morfessa. Et ce qui est également intéressant, c'est que Cursed Raven, du coup, ne va pas forcer à coller 2 cartes, mais il peut nous laisser remettre dans le deck, on peut épurer le deck un maximum, et si on veut, si on a sur Cursed Raven qu'on pioche, on peut la remettre dans le deck, essayer d'épurer un maximum, et du coup, essayer de forcer un petit peu le Cursed Raven sur un tour de Morfessa. C'est ça, donc en fait, tu enlèves les normales unités de ton deck, ou les unités qui sont offensivement plus faibles, pour renvoyer les Cursed Raven et forcer, et du coup, essayer d'avoir le plus de chances de check pendant Morfessa. Et ce qui est intéressant, du coup, comme on disait, même avec Morfessa, sans compter l'autre effet, c'est que Cursed Raven va du coup call 2 cartes, qu'on va sacrifier avec Morfessa, piocher 2. C'est en reste, et call. C'est en reste, ouais. Ça. En plus, tu les calls en reste et du coup tu sacrifies les 2 que tu restes pour draw 2, donc tu les convertis en main et tu chopes peut-être d'autres Cursed Raven que tu renvoies au deck. C'est ça. Donc honnêtement, c'est pour ça que Raven est cool. Et donc on peut voir que finalement, sur mon main deck, au-delà des Critical Stride, il n'y a pas tant de cartes que ça de G, mais il y a quelques trucs qui je trouve fonctionnent assez bien avec nos strides, qui vont venir complémenter un petit peu l'agressivité qu'on veut essayer de garder tout au long de la game. Du coup, voici le deck standard Claret Sort de Axel. La decklist, on en pense qu'on en veut, c'est pas le souci, mais maintenant on va... Elle est très bien, je trouve, Axel, très bien. Et du coup, maintenant, on va intégrer du coup les cartes qu'on a sélectionnées, qu'on a trouvées, qui sont optimales avec notre stratégie. Et Axel, tu vas nous montrer comment on remplace tout simplement et comment on oriente le deck, quoi. Exactement. Donc pour commencer, on va y aller avec le plus simple, les triggers. Donc on a dit qu'on voulait ajouter nos 4 stands et nos 2 crits. On peut même aller un peu plus loin. On sait qu'on dans le sentinelle, on va mettre ça. Donc on va enlever 2 de nos sentinelles qui sont des crits à 30 000. Pour déjà commencer à ajouter ça. Mais là, du coup, notre ratio trigger est pas bon. Donc, on a enlevé 2 crits. On va mettre, du coup, nos 2 crits qui vont en soul. Ce qui fait qu'on garde un ratio très offensif de 8 critical. Puisqu'on va enlever le dernier crit qui n'a pas d'effet. Pour ajouter notre Cursed Raven. Hop. Donc, on a désormais, en dehors de nos heals, pour l'instant, tous nos triggers ont des effets. Ensuite, on va devoir tirer des cartes pour ajouter ce qui nous reste. Donc, ça, on a 5 cartes à ajouter. Et pour faire simple... j'ai pas forcément besoin de ces cartes là en premium et j'ai pas forcément besoin de Bengal. Ce Bengal, je m'en sers surtout dans le standard pour aller chercher mes Nemain, stabiliser Nemain, parce que Nemain me donne accès à mon raid grade 2 grâce à cette engine, bref. Et du coup j'ai plus de stabilité en fait en jouant les Bengal, mais là en premium j'en ai pas forcément besoin puisque je vais jouer plus de grade 2, donc j'ai plus de chances de toucher mes raids. Donc on va ajouter nos sentinelles, hop, on va décaler légèrement ça, on va ajouter nos matchas, et voilà, donc tellement mon deck de V a pas demandé beaucoup de cartes de G. Mais là, c'est un deck premium, ce qui je trouve est plutôt honnête. Donc j'ai que des grades 1 qui viennent de V, qui ont tous 10 000 de shield, qui ont tous des effets en early game, qui peuvent taper assez fort, parce qu'on a Branwen et Blue Espada qui tapent à 13 et à 18 normalement en late game. On a même Rimon qui peut aider à forcer Claret en early game, ou juste à aider au rituel, à donner 10 000 au Vanguard sur un tour de Chain Rancor, parce qu'elle donne 10 000 dans tous les cas au Vanguard, et si le Vanguard restand, c'est pas mal. On a notre engine de base, donc honnêtement, moi j'aime bien ce deck. Actuellement, alors je dis pas qu'il est parfait, mais je trouve qu'il est plutôt sympa comme ça. Et on ne joue que 4 grade 3, donc tout l'intérêt d'avoir des Crit Strider. Donc j'ai Branwen pour tuto Claret, j'ai des Crit Strider pour quand même réussir à strider malgré le fait que je joue très peu de grade 3. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Axel, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Weakness is a sin. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est pas une vidéo quand même assez longue. J'espère que vous aurez compris la démarche, que vous aurez... envie de transformer votre deck V et pourquoi pas de tenter le premium. Qui est un format qui donne très envie actuellement parce qu'on a eu un espèce de reset du format avec la banlist et là on peut vraiment tout tenter. Tout le monde est super hypé puisqu'on peut ressortir peut-être même des vieux decks de G, essayer de faire des trucs parce que le format a l'air beaucoup plus lent en fait. Ouais. Là on devrait pouvoir strider plusieurs fois avant que la game se conclue et du coup on peut peut-être ressortir des vieilles stratégies et il y a vraiment la porte ouverte pour plein de decks actuellement en premium. C'est ce qui donne vraiment très envie actuellement. Je trouve que c'est ce format très ouvert qui donne un petit peu sa chance à tout le monde. Voilà, et peut-être qu'on fera d'autres vidéos pour vous montrer d'autres decks V qu'on transforme en deck G, pourquoi pas. Ça nous permettra d'expliquer un peu les strides de différents clans et vous donner envie tout simplement d'essayer ce format. Et voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la team Entrepôt. Salut!